Il est 9h30 à Mumbai-Mbongo. Vous nous regardez dans le Nord Ubangi. Merci de votre fidélité et merci d'avoir choisi CCTV. D'ailleurs, vous avez bien fait pour vous informer. Comme nous le disons, nous revenons sur les grands titres d'actualité. Il y en a 3 aujourd'hui que nous avons sélectionnés. Et pour vous, nous allons revenir sur ces castings un peu alambiqués de confessions religieuses en vue de la désignation de certains membres au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est vraiment un débat général, un débat national sur ces modes de désignation, pendant que la République n'a toujours pas cette loi avec la proposition de Lutundula, mais déjà les évêques, tout comme les confessions religieuses, parlent d'une démarche interne au niveau des confessions religieuses. Déjà, vous avez une première candidature signée Sylvain Loumou. Vous le connaissez peut-être pas. Il est très proche d'Mbosso. C'est lui-même le juridique d'Mbosso. Il est parmi les conseillers très proches du président de l'Assemblée nationale. Il est fervent catholique, mais il a plutôt déposé sa candidature qui a été adoubée par la confession religieuse des musulmans. Autre sujet d'actualité ce matin, cet ancien consul honoraire de Biélorussie, interpellé dans la partie sud-est du pays, précisément à Lubumbashi. Il est présumé vendeur d'armes. Il a été en contact avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Les éléments de sécurité et de la défense ont mis la main sur lui. Il a prétexté pour dire qu'il était plutôt là comme expert pour vendre des matériels agricoles. Alors, il est en train d'être auditionné par les services. Il a été transféré ici à Kinshasa. Pendant ce temps, on apprend toujours que l'ancien inspecteur général des forces armées de la RDC serait du côté du Zimbabwe. Alerte lancée par les patrons de la cage, monsieur Georges Kapiamba. Toujours pas d'informations du côté gouvernement. Le ministre qui fait l'intérim du garde des Sceaux a parlé ce matin pour dire que des contacts étaient en cours avec le gouvernement zimbabwéen pour pouvoir demander l'extradition de cet ancien patron de la police nationale congolaise, lui qui a été cité comme renseignant dans le dossier de l'assassinat de Floribert Chebeya. Je crois bien c'était le 10 juin 2010, non, le 20 juin 2010. Merci de votre fidélité, vous qui nous regardez. Kiosque, on va parler de ces projets, l'initiative présidentielle Tilé-Gilou, pour pouvoir désengorger les grandes villes, les grandes routes. On va commencer avec les routes secondaires. Les travaux ont été lancés par les chefs de l'État. Question ce matin, le coût global de ces projets, qui en est les coordonnateurs? Est-ce que, en quoi ces projets est-il différent des projets 100 jours? Est-ce que c'est un projet qui a été inscrit dans les programmes Ilunga Ilukamba ou bien il vient dans une sorte d'innovation? On va en parler avec les invités. Gabi Kouba Bekanga, il est de l'UNPC, notre président national. Président, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous et je dirais bonne fête et heureux cinquantenaire pour l'ensemble de la corporation. Oui, merci beaucoup. Les travaux ont été lancés hier. Oui, nous avons ouvert l'année jubilaire hier. Merci de m'avoir invité. D'abord, les gens pensaient que j'avais changé de métier. Oui. C'est faux et archi-faux, donc je n'ai pas encore changé de profession. Vous êtes devenu trop un peu ménopausé, bureautique, vous avez fui. Non, même votre tribune de chaque jeudi, vous parlez économie. Mais... Oui, jeudi éco. Non, ce n'est pas cela. Mais on a beaucoup de dossiers à gérer au niveau de l'Union nationale. Non, il ne faut pas être tenté par ce virus. Là, vous devenez président de l'UNPC. Oui. Vous devenez... Vous avez parfaitement raison. Oui. Vous avez parfaitement raison. Vous êtes journaliste. Vous devez nourrir vos familles. Je suis journaliste parce qu'à l'UNPC, je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé, donc je dois vivre de mon travail. Oui. Et vous savez, je reconnais qu'il y a un problème concernant ma production personnelle, parce que même avec Scoop qui collabore avec moi, ça fait pratiquement plus de mois que je n'ai pas publié un article dans Scoop. Et la dernière fois que j'ai publié un article, ça fait 3 semaines. Donc ça me gêne. Quand je ne produis pas... Vous êtes sur la voie de ménopausée aussi? Non, je ne suis pas ménopausé parce que je suis toujours actif. D'ailleurs, la plupart de nos confrères sont surpris de me voir réaliser des reportages. C'est une situation inédite. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'Union nationale de la presse du Congo, avoir un président reporter. Donc je continue. Oui. Mais il y a des dossiers. C'est vrai que je suis à l'UNPC, il y a beaucoup d'administration que la production journalistique. Donc là-bas, ce n'est pas un organe de presse, c'est une corporation. Nous gérons
les journalistes, nous gérons les dossiers, nous gérons des projets, donc c'est plus administratif que professionnel. Alors, parlons de notre cinquantenaire. Cinquantenaire. Oui, donc les cinquantenaires de l'UNPC, nous avons lancé les travaux hier, même si l'un de mes fervents soutiens, Innocent Olenga, qui a reçu personnellement l'invitation, ne s'était pas présenté, mais je le comprends, il a peut-être, il a eu beaucoup d'occupations, c'est comme ça qu'il n'était pas venu. Ça fait 50 ans que l'Union nationale de la presse du Congo a été créée le 23 mars 1971 par nos pionniers. Et hier, nous avions totalisé 50 ans. Mais 50 ans ont été une occasion pour nous de faire une autopsie sans complaisance du parcours de l'Union nationale de la presse du Congo. Où étions-nous hier? Où sommes-nous aujourd'hui? Et où allons-nous? Donc, c'est un questionnement et c'est une sorte de remise en question. Vous aussi. avez peint, j'ai suivi votre discours, j'étais dans la salle hier, vous avez peint un tableau un peu pérennisant de la corporation. Ah oui. Mais ce n'est pas, je n'ai pas menti. Vous-même qui étiez dans la salle hier, vous aviez applaudi. Lorsqu'on fait une auto-évaluation, c'est vrai que nous parlons plus des autres, mais il faut une autocritique de notre métier. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, et je l'ai dit que nous plaçons le cinquantenaire de l'UNPC, l'année jubilaire que nous avons ouverte hier, sous les signes de la remise en question. Quand j'ai discuté avec un ancien, Angelo Moubateli, qui est l'un de mes formateurs, qui disait, hier, quand je me présentais dans un bureau de l'État, à l'époque du Zaïre par exemple, dès que le ministre ou un mandataire d'une entreprise entendait qu'un journaliste était dans la salle d'attente, c'est parfois lui-même qui descendait pour me chercher. Mais aujourd'hui, c'est juste un simple vigile qui repousse les journalistes. Donc il faudra faire un travail de remise en question pour que la presse retrouve ses lettres de noblesse. Nous-mêmes, ce que nous voyons aujourd'hui. Donc il faut une autocritique. Et nous avons ouvert cette année jubilaire. C'est vrai, des cogitations ont été menées dans le passé. Les gens peuvent nous dire toujours, mais à quoi servent vos réflexions parce qu'elles n'aboutissent pas. C'est vrai, il y a eu des états généraux de la communication, il y a eu des ateliers, il y a eu des séminaires, il y a eu des congrès, ainsi de suite. Mais pourquoi les résolutions n'aboutissent pas? C'est aussi une sorte de remise en question. Pourquoi les résolutions n'ont jamais été appliquées? Mais je suis... mais je dis ceci. Ce n'est pas parce que les gens commettent des péchés que les pasteurs et les prêtres cessent de prêcher. Nous faisons notre travail. Donc, à chacun de faire sa partition. Et l'année jubilaire, hier, c'était le lancement de l'année jubilaire. C'est une année festive ou bien une année de réflexion? Ce n'est pas une... La fête, c'est la fête, il faut boire, manger. Vous avez pris de champagne hier? Je ne m'inscris... Non, ça c'était juste... pour couper les gâteaux. Pour couper les gâteaux. Oui. Mais moi, je m'inscris en faux. Et dans le discours, j'ai été très clair. Donc, il faut écarter le caractère festif de l'année jubilaire. Et ça sera... une année de réflexion, on va publier un calendrier. Oui, on va publier un calendrier sur une série d'activités que nous allons organiser pendant toute l'année. Et là, ça demande l'implication totale de l'État, parce que certains avancent l'idée de la journée internationale de la presse, les autres, la journée nationale de la presse, le 3 mai, ou soit le 3 mai, soit le 22 juillet. Mais l'État envisage aussi les états généraux de la communication. Donc, il faudra coupler notre cinquantenaire avec les états généraux de la communication. Merci beaucoup, Président. Je pense je vous retire la parole, excusez-moi, mais on aura peut-être une émission d'ici la fin de la semaine. Oui. Je vais vous inviter, vous, et peut-être certains membres du comité exécutif de l'UNPC, pour pouvoir venir et consacrer toute une émission à l'UNPC, les 50 ans, parce que je suivi hier, Innocent Olenga, bonjour. Bonjour Serge Kabong. Bienvenue, Caribou. Merci beaucoup. J'ai suivi hier les discours du secrétaire général, Jasby Zegbia. Quand vous voyez la genèse de l'INPC jusqu'aujourd'hui, 50 ans, c'est vraiment l'INPC est une histoire parsemée des conflits. Toujours des turbulences. Toujours des turbulences. Et j'étais en train de taquiner même un aîné dans la salle, je saluais qui tout au long de toi, tout comme Chantal Kanyimbu. J'ai dit, mais tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est que... Nous ne sommes que des héritiers. Nous sommes que des héritiers de conflits. De ce qu'on avait semé hier. Innocent Olenga. Il faut arrêter l'hémorragie. Oui, justement. Vous savez, il y a un même passage biblique qui dit ce sont les parents qui ont mangé des choses, mais c'est les enfants qui subissent, quoi, qui ont l'état de ce que les parents ont fait. Mais je pense que ce n'est pas aussi fatal. C'est une expérience, 50 ans, c'est un demi-siècle. Et tous les grands que nous avons connus dans la musique. 50 ans de main tendue. Oui.
Tous les grands que nous avons connus dans la musique, quand vous prenez Nico Kassanda, quand vous prenez Pepe Khaled, ces gens-là n'ont même pas atteint 50 ans. Ah oui. Mais ils ont fait du succès. Alors, comme le président venait de le dire, moi j'estime que les 50 ans, ça ne peut pas être une fête. On ne peut pas se réjouir, aller prendre du champagne ou quoi, mais ça doit nous pousser à une véritable réflexion, parce que nous devons restructurer l'UNP. Et surtout, que les nouvelles technologies de l'information sont à la portée de tout le monde, et c'est tout le monde qui devient journaliste, un youtubiste, tous ces mondes-là, ce sont des brebis plutôt galaises qu'il faut encadrer. Sinon, ça sera... Alors, le cadre juridique, parlons en 2 minutes du cadre juridique. Aujourd'hui, on vous dit, on vous prend parce que vous avez dit des choses, que ce soit vrai ou faux, mais si les plaignants estiment que ce que vous avez dit en bien ou en mal a porté préjudice à son image, les procureurs vous prennent, ils vous amènent devant un tribunal. Est-ce que 50 ans après, il n'y a pas moyen de faire une sorte de plaidoirie? Peut-être ne parlons pas à terme de la dépénalisation des délits de presse, mais quand même de revoir cette loi, de l'adapter à l'évolution démocratique. C'est ça même les combats des GED, les combats de nous tous. C'est incompréhensible que quelqu'un dénonce un fait qui est vrai. Il a volé, il a volé. Les termes là, on ne peut pas les changer. Mais lorsque vous avez devant les juges, c'est là où il y a eu beaucoup de complaisance du côté de la magistrature. Les juges ont le plein pouvoir de juger l'intention. C'est ça l'élément. Parce que tous les autres éléments se réunissent toujours. Publicité, mise en mal et consorts. Ça, c'est les 3 éléments-là, que les faits soient vrais ou faux. Ça, c'est un élément. Et il faut que la personne se sente lésée. Ça, c'est un élément. Il faut que la publicité, donc, que les faits soient mis sur la place. Ça, c'est donc. Mais il faut mettre sur la place publique pour les décourager. Justement, les 3 éléments-là, souvent, se réunissent. Mais là où maintenant, beaucoup de magistrats n'ont pas été corrects avec les droits, c'est la latitude qu'on leur a donnée de juger l'intention du journaliste. Mais là, ils ne vous jugent pas. Quand l'invitation tombe, on vous prend comme un malfrat, vous arrivez directement, vous êtes au cachot, on vous mappe directement, vous êtes en prison. Il faut juger l'intention. Quand quelqu'un parle, par exemple, on vous dit les deniers publics. Les deniers publics, l'argent de l'enseignement, de la gratuité est détourné, il y a des preuves. Vous savez, notre ami Peter Sian a fait une enquête. Vous avez vu les documents qu'il a brandis. Une maison qui n'a rien à voir avec... Mais si Willy Bokong s'est dit, mais non, j'étais choqué par la dénonciation du journaliste. Donc, quand nous étions dans l'ancien régime, directement vous êtes mappé. Même si le travail qui était fait est salutaire. Salutaire. Donc, c'est une disposition qu'il faut changer dans... Parce que vous savez même, Serge, un journaliste, lorsqu'il est assimilé à la divulgation des secrets de l'État, vous savez la peine? La peine capitale. Donc, une information qu'un journaliste donne, il est passible. La peine capitale. La peine capitale. Donc, ces choses-là doivent être changées. Merci beaucoup. Je crois que c'est même les problèmes de Gabi Kouba, mais l'ensemble de la corporation. Mais comment nous battre pour avoir un fisc et un ordre des journalistes? C'est vrai que ça sera un débat très prochainement pour le président Gabi. C'est tout un débat. On n'aura pas 2 minutes pour parler de ça. Et pour honorer même Kassonga Chilouné qui en a resté vraiment... C'est un challenge parce qu'on estime que le métier est très ouvert. C'est vrai qu'il y a des philosophes... Tout le monde est ici, celui là-bas, il vient dans la corporation. Qui peuvent devenir journalistes. Même lorsque vous parlez de la dépénalisation, c'est peut-être que vous l'avez dit en filigrane, mais ne prêtons pas le flanc à l'adversaire. Regardons ce que nous faisons pour obtenir la dépénalisation de la loi. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux, c'est chaque jour, chaque semaine, nous avons au moins 10 plaintes, même entre les journalistes eux-mêmes. Merci beaucoup. Regardez, comment on parlera prochainement, cette émission n'est pas concentrée. Il faut d'abord faire un bloc entre nous pour obtenir gain de cause. Si nous-mêmes nous ne sommes pas sérieux, il sera difficile de convaincre les autres. Merci. Et par la même occasion, je tiens à remercier très sincèrement la fondation Denise Nyakiro qui nous a soutenus à voir la salle et puis le jus que vous avez pris hier, parce que l'UNPC, jusque-là, on n'a pas de moyens. Donc l'État n'a pas pensé à nous depuis 2014. Donc tout s'est arrêté, on se bat avec les moyens du bord, contrairement à ce que les gens pensent. Il n'y a pas de moyens à l'Union nationale de la presse du Congo. Merci beaucoup, monsieur le président. Il faut plutôt mouvementer
demandez aux journalistes de contribuer. Ah oui, mais votre contribution est de combien? C'est l'une des résolutions. C'est l'une des résolutions de mandat. Il faut augmenter. 40 minutes à la fin de cette semaine pour parler de l'Union, de ces challenges pour obtenir peut-être la dépénalisation, ou soit revoir les cadres juridiques, peut-être penser un jour à l'ordre national des journalistes de la République démocratique du Congo. Je me demande finalement, Gabi, est-ce que vous avez encore d'informations sur ces projets comment on appelle ça? Tilé-Gilou. Exemple. Voilà. Je ne sais pas exactement celui qui l'a conçu, mais je l'ai vu, je l'ai découvert comme tous les autres. À quoi ressemble-t-il? Est-ce que c'est... On dit qu'il faut désenclaver les routes. Oui, parce que moi je connais les projets des sociétés du président Tshisekedi, c'est vaincre la pauvreté. C'est le projet qu'il avait présenté pendant la campagne électorale en 2018. Et je vois, après, c'était les 100 jours, bon, et puis après, est-ce que c'est le même projet des sociétés qui a subi des annotations? Parce que quand j'ai lu les projets des sociétés du président Tshisekedi, quand je l'ai relu, je n'ai pas trouvé, je ne sais pas, Tijilou, c'est dans quelle langue? Bon, ça m'étonne peut-être qu'un... C'est un montage rapidement, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un gouvernement qui est opérationnel. D'abord, il n'y a pas de gouvernement. Avec Ilunga Lukamba, je me pose la question, pendant 2 ans, on a travaillé sur quoi et puis sur quel projet? J'ai du mal à me situer sur les grands axes du gouvernement Ilunga Lukamba. Mais l'idée, elle est quand même bonne, hein? Non, l'idée n'est pas bonne. Mais moi-même, Bushuma et Kananga dans les Grands Kinshasa également. Et d'ailleurs, vous n'allez pas inventer la roue. Quoi que nous disions, je peux proposer à Tshisekedi, concernant les infrastructures, de reprendre carrément le projet 5 chantiers de la République. Sur ce point, on voit la connectivité de l'ensemble du secteur. Oui, c'est que Kabila avait construit à l'époque. Mais peut-être que la terminologie seulement qui a changé, mais c'est dans le même esprit. Si c'est dans le même esprit, nous ne pouvons l'encourager. Moi-même, pour arriver ici, regardez, j'ai fait 2 heures du temps juste pour parcourir une distance de 7 km à partir de chez moi. Jusqu'ici, j'ai dû même abandonner les véhicules pour prendre des taxis qui ne respectent pas les codes de la famille. Pardon, les codes de la route, parce que moi, je ne peux pas conduire dans les conditions qui sont les leurs. Mais voilà. Donc, ces projets-là, ça va coûter combien? On parle de 80 à 120 millions de dollars. Ah oui, mais les sources de financement et puis les timings. Parce que quand il faut avoir un deadline, lorsqu'il y a des projets, regardez une ville comme Kinshasa, vous avez l'impression, et ça me rappelle toujours le livre du professeur Théodore Tréfond de l'Université libre de Bruxelles, qui publiait à l'époque, en 2003, Ordre et désordre à Kinshasa, réponse populaire à la faillite de l'État. Quand vous circulez à Kinshasa, vous avez la nette impression que l'État n'existe pas. Et là, vous n'avez pas tort. C'est une anarchie dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs de la vie. Donc, il faudra des disciplines. Et même dans ces projets, je suis sûr que l'exemple 100 jours doit nous servir de leçon. Que les gens ne se retrouvent pas encore en prison pour avoir à siphonner et subtiliser l'argent destiné à la reconstruction du pays. Qui en est le coordonnateur? Je ne sais pas. C'est le ministre des Infrastructures qui expédie les affaires courantes, Innocent Olenga, ou bien... Mais un ministre d'abord qui expédie les affaires courantes, il est déjà partant. Aujourd'hui, lorsque vous discutez avec la plupart des membres du gouvernement, chacun a sa tête ailleurs. Non, ça on n'a pas le contexte vital. Oui, mais on n'est pas... Personne aujourd'hui n'a le cœur à l'ouvrage. Tous les membres du gouvernement, ils sont sur l'après. Que va-t-il se passer? Chacun se préoccupe aujourd'hui de sa survie politique. On ne peut pas confier une responsabilité comme celle-là à un gouvernement démissionnaire. Mais on ne peut pas non plus la confier à la présidence de la République, parce que la présidence n'est pas rédévable, ne peut pas piloter une action. Qui en répondra finalement? Je crois que d'où l'urgence de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Très bien. Pourquoi ne pas attendre que Sam Aloukonde vienne, comme ça il pilote? C'est un peu dans le contexte de Vital. Hein. Vital vous dit non, écoutez, Tchibala était démissionnaire, on ne pouvait pas lui confier ses travaux de 100 jours. Bon, maintenant aussi, Iloukamba est démissionnaire, comme le confrère Gabi l'a dit, on ne peut pas lui confier Tilé Gilelou. Mais maintenant, qui en répondra? Je suis aussi dans cette difficulté-là d'analyse, parce que je me pose la question, pourquoi il y a une précipitation? C'est la question que je me suis aussi posée. Non, l'air est grave. Pourquoi ne pas attendre que Sam s'installe et on présente ces projets-là? Et j'ai peur qu'on retombe dans l'histoire des 100 jours. On vous dit que c'est un projet qui sera piloté par les ministères, moi je ne veux pas parler des individus, je parle des institutions. C'est les ministères des infrastructures qui vont piloter les projets. On vous dit que là-dedans, il y a l'OVD qui sera secondé par
CREC 7, et l'argent serait de l'UBA, une banque qui a accepté de financer. Les remboursements, on ne dit pas comment ça va se faire. Donc, il y a quelque chose de précipitation qui ne dit pas vraiment les noms, qui ne se dessine pas. Et il y a crainte, comme je venais de le dire, de retomber dans le même erreur de 100 jours. Et les parquets doivent se préparer à enregistrer encore des plaintes. Que les gens aient peur de l'argent de l'État. Sinon, vous saluez l'initiative, hein, parce qu'il faut désengorger les routes. Oui, il faut désengorger. Par exemple, chez moi, à Lusambo, on a parlé de 10 km. 10 km seulement. Et la province, c'est compte combien de kilomètres? Bon, la province elle-même, elle est vaste, mais à Lusambo, on nous a accordé que 10 km. Alors, les 10 km, je dis, on n'arrive même pas à Bakwambumba. S'il faut arranger la route, s'il faut arranger la route qui quitte Lusambo vers Kanang et Bujumaï, 10 km, je pense qu'on se limite seulement à Tileta. Donc, on n'aurait rien fait. On n'aurait pratiquement rien fait. Même si on prend du côté vers Loubef, c'est juste, on va s'arrêter à quelque chose de Cap et Cambo et qu'on sort. Donc, ça ne servira à rien de 10 km. À moins qu'on ait une autre idée derrière les 10 km où on va encore prolonger les projets. Mais si on se limite seulement à ces 10 km, ça ne sert à rien de les faire. Très bien. Merci beaucoup, Innocent Olenga. Vous gardez les micros parce qu'on va aller du côté du Haut-Katanga. Madame, Monsieur, vous regardez kiosque, peut-être vous venez de nous rejoindre. On débat sur le titre d'actualité. On parlait tout à l'heure du cinquantenaire de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo. Les travaux ont été lancés hier. Je ne sais pas, on n'a pas posé la question au président. Peut-être que les gouverneurs du Haut-Katanga qui avaient manifesté la bonne volonté de pouvoir abriter ces assises, peut-être que... Voilà. Je voudrais ajouter un élément là-dessus, et heureusement que vous l'avez rappelé. Jacques Kaboula, à l'époque avant la mort de mon prédécesseur Joseph Boukar Kassonga Chilunde, on lui avait posé la question. Et vous avez vu qu'il avait dépêché même l'un de ses conseillers. Lorsque nous fûmes à Mwanda, au Congrès, il était là et il a renouvelé son engagement. Et dernièrement, quelques membres de l'Union nationale de la presse du Congo qui étaient de passage à Lubumbashi pour une mission, et ils ont rencontré les gouverneurs de la ville, et les gouverneurs de la province, Jacques Kaboula Katwe, et on lui a réitéré la même demande. Le gouverneur s'est montré enthousiaste. Donc aujourd'hui, nous reprenons la même demande à l'endroit du gouverneur pour que la ville de Lubumbashi abrite les cinquantenaires de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc une série d'activités, et nous allons saisir officiellement le gouverneur Jacques Kaboula Katwe. Je pense qu'il est encore à Kinshasa et il nous écoutait. Même dans les discours hier, je l'ai cité nommément, donc le gouverneur n'est pas opposé à la démarche. Où est parti John Numbi? Bon, non. Où se trouve John Numbi? Où se trouve Caleb? Où se trouve Caleb? C'est d'ailleurs le deuxième thème de cette émission. C'est comme monsieur, c'est même plateau, je vous disais que John Numbi n'était qu'un civil courageux, audacieux, et qui a porté une tenue militaire et qui a été galonné jusqu'à arriver à 4 étoiles. Mais en fait, c'était un civil. Si pour nous, comme les militaires disent. Il a fait l'électronique à l'espéricacé. Moi, je dirais même que c'est tout simplement un personnel civil. Comme il y a vous savez, les gens les administratifs, les gens qui animent l'équipe des fanfares et consorts, quelquefois ils sont en tenue militaire, mais ils sont jamais militaires. Ils sont des civils. Mais il y a même des chauffeurs à qui on peut donner une tenue militaire parce qu'il conduit les... Où se trouve John Numbi maintenant, il est entre guillemets en exil. Mais la plus grande question que nous nous sommes posée, nous avons même produit un article là-dessus. Y a-t-il défaillance de service ou complicité? Parce qu'un type déjà fauché, plutôt déjà fiché, comme c'est les termes même techniques des services. John Numbi a été fiché depuis cette histoire de Bakatakatanga, mars ou février 2000, il y a une année. Donc il était déjà dans les viseurs des services. Comment peut-il sortir du pays, franchir la frontière et à cage alerte 2 semaines après? Donc il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des services. Et nous avons même proposé à l'administrateur général des RANER. Il doit interpeller son rédoc. Et le responsable on doit établir les responsabilités. John Numbi s'est expliqué comment, par quelle voie, quelqu'un qui était déjà fiché. Et il y a quelqu'un des services qui m'a dit, croyez-moi, nous avons encore des dysfonctionnements. Ou soit c'est la complaisance,
ou soit c'est la distraction. Ils sont distraits. Ils sont distraits. John Numbi s'extrait et arriver jusqu'au Zimbabwe et personne là au niveau de la DGM, au niveau de la NER. C'est terrible, Serge. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est ACAJ, une ONG qui alerte. Mais l'armée ne communique pas. Non, c'est la grande muette. L'armée, c'est la grande muette. Mais le gouvernement, je ne sais pas, Jolino, hier, il n'était même pas à notre rencontre, prétextant qu'il était malade. Le gouvernement ne donne pas de la voix. Officiellement, aucun communiqué. Donc, ni était ACAJ, personne n'allait nous informer que ce message-là. Serge, qu'on le veuille ou pas, qu'on le critique ou pas, qu'on dise n'importe quoi de lui, mais c'était un bon communicateur. Nous devons l'avouer, il a ses défauts, un menteur, c'est un homme, c'est un humain. Un tchakou national consort, il est humain, il a ses pages, mais c'était un bon communicateur. Dans pareil cas, on aurait déjà su ce qui s'est passé avec John Numbi. Bon, notre ministère aussi, il est devenu la grande muette comme l'armée, comprenons. Le ministre des Communications, et surtout, qui devait affronter. Il ne communique pas. Bon, peut-être qu'il est fatigué comme le président l'a dit. Non. Tout le monde n'a plus le cœur à la tâche. Vous avez fait les façons comme on nous dit l'école de Palo Alto. On ne peut ne pas communiquer. Même l'incommunication. Le fait de ne pas communiquer pour lui, là, il communique. Mais peut-être on peut interpréter ça qu'il est fatigué. Il communique l'insouciance. Voilà. Il est préoccupé par son avenir. Oui, peut-être, bon, il ne s'est pas encore pour revenir au gouvernement, peut-être pour un autre portefeuille. Hein, mettez-nous Patrick Mouya là-bas comme ministre de la communication, il ferait bien l'affaire. Prenez même Christian Bossembe, il peut bien s'en sortir, hein, parce que c'est aussi une grande belle. Alors, où se trouve Caleb Mouton? Bon, d'abord, je voudrais dire un mot avant de répondre à la question des Mouton. Vous savez, le ministre, bon, contrairement à ce que les gens pensent, Makelele, c'est un travailleur. C'est un travail, mais sauf qu'on nous a inoculé une sorte de virus où les gens qui faisaient plus de l'extravagance étaient très applaudis par rapport à ceux qui produisent de bons résultats. Donc, on aime plus le paraître que l'être. Donc, même si on vous met dans les conditions qui ont été celles de Makelele, ça serait difficile. Parce qu'il était d'abord en face de deux coalitions, cash, et à l'intérieur des cash, deux grands partis politiques. Il a reçu les mandats de l'UNPC. Et de l'autre côté, le chef du cash, c'était Tshisekedi, le chef de la coalition. Et puis une deuxième coalition. Voilà, une deuxième coalition non, aussi. Pour informer l'opinion que John Numbi est à non, s'il vous plaît. Il faut l'autorisation de Vital non, ou de Kamere était en difficulté. Il devrait protéger les intérêts du parti, concilier les intérêts du parti avec les intérêts de la République. Kabila et Tshisekedi, bon, c'est regardé en chien de faïence. Il était. Non, lui, c'est qu'il brandit maintenant. Mais aujourd'hui, comme il a fait entrer beaucoup d'argent. Oui, parce qu'il a fait les redressements dans les médias. Oui, mais aujourd'hui, ce que je dis par rapport à la situation de John Numbi, le gouvernement est démissionnaire. Donc, et soyez sûrs et certains que personne n'a plus le cœur à l'ouvrage. Donc, on regarde plus l'avenir. C'est une question de survie politique. Donc, il ne faut pas en vouloir. Mais quelle devient la République? Mais la République est anesthésiée à l'instant. Que voulez-vous? Mais les faits sont là. Les faits sont là. Bon, donc, c'est ça la République. Alors, pour revenir à votre question, où serait Caleb? C'est quoi? C'est une lâcheté de la part de ces deux hauts gradés, qu'elles soient au niveau de l'armée, tout comme au niveau. Moi, j'interpelle le président Tshisekedi, que le ministre soit efficace ou pas, c'est lui le responsable en 2023. Donc, quand ça ne marche pas, on dit Tshisekedi, personne ne verra Makelele. Aujourd'hui, Kabila et Lubumbashi a rejoint un autre camp, et vous avez tous ont traversé. Les mêmes, on a connu la même situation avec le maréchal Mobutu. Mobutu est allé en exil. Quand il est décédé au Maroc, combien de personnes étaient là aux obsèques? Tous ceux qui se disaient moboutistes, on les a vus. Hein? Donc ça doit nous interpeller. Et c'est le président Tshisekedi, le principal responsable. C'est lui qui a battu campagne. Nous n'avons pas. Comment ces gens-là, certains sont en cavale, d'autres recherchés ici, on ne sait pas les retrouver. Oui. Bon, j'ai vu même la plainte de la famille de Calais. Notre membre de la famille est porté disparu. Mais il a été kidnappé, enlevé par qui? Est-ce que, mais lui-même connaissait très bien ses méthodes. Hein? Est-ce que c'est l'arrosoir arrosé? Hier, on se pose la question. Mais les services de sécurité, mais vous savez, les services de sécurité travaillent, ils sont efficaces. Mais dans les conditions qui sont celles de la RDC actuellement, quand vous regardez même certains agents de l'État, ils sont, rien qu'en regardant son visage,
Vous dites, il est déjà corruptible. Lui-même, son visage affiche la corruption. Même les évasions, que ce soit les évasions, que ce soit les disparitions, que ce soit par exemple des sorties clandestines comme celle présumée de John Numbi. Mais à Lubumbashi, on connaissait, Numbi avait une société de gardiennage et il vivait à une vingtaine de kilomètres sur la route de Kipushi dans sa ferme. On les connaissait, tous les services étaient déjà au courant qu'il vivait là-bas. Et moi je l'ai dit, depuis des années, depuis le procès Tshibéya, je dis que John Numbi aurait dû comparaître. Peut-être qu'il est innocent, il bénéficie. C'est vrai qu'on me fait souvent cette remarque pour dire que non, la présomption d'innocence a sa jumelle qui est la présomption de culpabilité. Donc on ne peut pas exclure, les deux sont consubstantiels. Mais il aurait dû d'abord aller se présenter devant la justice parce qu'il y avait des soupçons qui pesaient sur lui, comme quoi c'est lui qui avait assassiné Tshibéya. Et le fait pour lui de ne pas se présenter, je l'ai dit que ça serait toujours une épine jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà, aujourd'hui, il est rattrapé par des faits. Qu'est-ce que reproche-t-il? Le fait d'entendre tout simplement une enquête qui a été menée par les témoignages médias, ou encore des témoignages, et puis les gens qui étaient ses collaborateurs de l'époque, qui sont arrêtés, il est en cavale. Et où va-t-il? Pas dans un pays, parce qu'il ne faut pas l'oublier, disons les choses clairement, le Zimbabwe, depuis Robert Mugabe, c'est un État policier. Et on connaît les relations que le Zimbabwe a entretenues avec le Zaïre à l'époque. Et John Numbi a appartenu à ce système, Kabila père, Kabila fils. Et c'est un abri pour lui. Il est allé. Je ne sais pas si un pays comme le Zimbabwe peut respecter les conventions internationales en matière de droits de l'homme. Si c'est vrai, ce n'est pas un hasard. C'est un choix mûrement réfléchi pour Numbi, parce que si c'est présent dans un pays comme le Sénégal, c'est sûr et certain qu'il ne peut qu'être extradé. Oui, ils ont eu des bons rapports. Voilà. Hein. Souvenez-vous, en 2011, quand Tshisekedi revendiquait Tshisekedi père à Sona, Mugabe était l'unique chef d'État à faire les déplacements pour la... Vous comprenez déjà, c'est de l'histoire. Est-ce qu'on peut faire des corrélations avec... Mais pour le cas de Kalev, mais pour les cas de Kalev, par exemple, mais où est-il? Et maintenant, s'il n'a pas encore traversé les frontières de la RDC... Il semble guérir en Biélorussie. Oui, en Biélorussie, voilà encore un autre pays à problème. Alors, dans les Balkans, là-bas, ce sont des pays aussi à problème, comme nous, même si chez nous, c'est un peu plus l'anarchie. S'il est encore en cavale à Kinshasa, mais il risque de subir une forte humiliation. Un homme comme lui, s'il ne se reproche de rien, mais il n'y a pas seulement que lui qui a travaillé avec Kabila comme chef des services de renseignement. Darwezi, nous les côtoyons, mais c'est un citoyen libre. Il a fait la police, il a été député, il a été candidat gouverneur dans l'ex-province orientale. Il n'a pas gagné l'élection contre Babanista. Il est revenu, il vit. Ce sont des conseillers de la République, des consultants de la République. Et nous avions connu par exemple Kazadi Nyembo qui a dirigé aussi les services de renseignement. C'est un homme libre. Personne ne parle de lui. L'État qui a fait la prison après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, il est là. Mais pourquoi? Est-ce qu'à l'époque, vous allez me dire que les opposants politiques n'existaient pas? À l'époque de Kazadi, à l'époque de Darwezi, les opposants politiques n'existaient pas? Tshisekedi a existé toujours à l'époque. Mais pourquoi il n'y a jamais eu de plaintes contre ses responsables? Et c'est seulement contre Kalev. Mais le fait pour lui de ne pas se rendre, de ne pas coopérer avec la justice, cela veut dire qu'il se reproche de quelque chose. Et si jamais il est déniché, il va plus bénéficier de la liberté provisoire. En ce moment-là, il sera traité avec beaucoup d'humiliation et ça sera un déshonneur pour la République parce que des gens comme les Kalev, des Darwezi, ce sont des bibliothèques de la République, les gens qui décident, ce sont nos banques de données. Moi j'ai très fort que Kalev puisse venir et faire des déballages. Est-ce qu'il y a encore, comment on appelle ça, les termes m'échappent un peu, il y a des classifications, c'est ça justement qu'on dit, il y a la classification des infos de la République où il y a des infos déclassifiées. Kalev peut venir devant les juges, dit j'ai besoin d'un procès public et il commence à tout déballer. Est-ce qu'on peut faire des ramifications avec tout ce qu'on apprend? Un certain Alexander Xingzang, parti ancien consul honoraire de Biélorussie au Zimbabwe, il était ici. Prétendu vendeur d'armes. Hein? Avant d'arriver à ces sulfurés, parce que sa personne elle est sulfureuse, je voudrais replacer un mot sur Kalev. Oui. Moi, je pense qu'il doit suivre les conseils de son aîné, Atundu qui était aussi patron de service. Il lui a dit, lorsqu'on est un homme politique n'a pas peur de prison. Oui, et lorsqu'on est en prison, on est mieux sécurisé que lorsqu'on est en cavale.
Et les services savent là où Calais se trouve. Ils savent. Mais, quand on est battu, on va le voir. L'arrosoir arrosé. Mais là, il aura encore très mal. Oui. Moi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu admirais beaucoup. Tu admirais beaucoup sa coiffure à l'époque. C'est ça que je me rappelle que tu te coiffais aussi comme lui à un certain moment. Parlant de ces. J'aimais beaucoup sa coiffure comme ça. Oui, tu te coiffais aussi à un certain moment comme lui. C'est sulfuré là, c'est un vendeur. Alexander. Oui. Il prétend venir livrer les matériels miniers, les caterpillars et consorts. Non, ça c'est un prétexte. Quand les services mettent la main sur quelqu'un, dans ces circonstances-là, dites-vous qu'il y a quelque chose. Ils ont acquis. Vous savez, bien sûr, on dit que si Dieu ne veille pas, les humains perdent leur temps, ok? Mais il faut savoir aussi, quand nous dormons la nuit, il y a des individus, il y a des compatriotes qui ne ferment pas l'œil, qui sont là pour notre sécurité. Et il faut quand même, bien que nous les critiquons, il faut quand même les appuyer. Mais c'est des très mauvais signaux. Ces gars-là arrivent. Il va voir le président Kabila. Et on dit qu'il a des entreprises à Dubaï. Il n'y a pas très longtemps, Kabila était à Dubaï. Quand vous faites des ramifications, nous ça en va, lui vient, il y a un vendeur d'armes qui se trouve dans cette région-là, tumultueuse. Vous voyez que ça pose vraiment un problème de sécurité. Donc, tel qu'il est arrêté là, vous entendez qu'il va se... À moins qu'il ait le cœur de pierre comme... pareil gens en nom, mais si vraiment on les coince, il va vous dire ce qu'il est venu faire réellement, en outre ces mensonges-là de vendre les... Il a plusieurs nationalités, hein? Il a été pris avec un passeport américain. Ah oui, mais les escrocs, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas échapper aux Américains parce que toutes les transactions financières au niveau international, c'est avec les dollars américains. L'euro n'est pas une monnaie de transactions internationales. Ce n'est pas le yuan, ce n'est pas le rouble russe, même si... Moins encore les francs congolais. Bon, les francs congolais, c'est une monnaie paroissiale. Donc, il ne faut même pas parler. Ça n'existe pas. Le Congo n'a pas de monnaie. Donc, quand vous faites ça, mais il faut analyser cette affaire de deux manières. D'abord, le Congo est sous embargo depuis des années. Et il faut savoir, est-ce que cet homme entretenait des relations avec Kabila à l'époque qui, pour faire face à la guerre, il fallait quand même contourner l'embargo de l'ONU pour utiliser des réseaux parallèles. Et les réseaux parallèles, vous avez ces trafiquants, ces marchands d'armes qui sont partout. Ils peuvent alimenter des gouvernements, tout comme ils peuvent alimenter... Vous avez lu l'étude de l'opposante là? Ah oui, oui, qui a demandé à ce que cette question puisse être rétracée. Vous voyez, ces marchands d'armes peuvent alimenter des États, tout comme alimenter aussi des groupes armés. Et c'est ce qu'ils font. Alors, en ce moment-là, est-ce que Kabila avait des relations avec lui pendant qu'il était président de la République? Parce que la RDC est sous embargo et officiellement, Kabila ne pouvait pas acheter les armes. Alors, il fallait transiter par ces marchands d'armes. Et la deuxième hypothèse, est-ce que c'est après qu'il a quitté le pouvoir, après le départ de Kabila du pouvoir, oui, après le départ de Kabila du pouvoir, qu'il a noué des relations avec cet homme d'affaires pour l'acquisition des armes? Donc, deux interrogations auxquelles nous attendons des réponses. Mais il ne faut pas l'oublier non plus, les Katanga, c'est l'âme de la République. Et vous savez, il y a aussi beaucoup d'Asiatiques, donc c'est presque tout le monde qui veut avoir accès aux ressources du Katanga. Et ce n'est pas exclu non plus que ces hommes d'affaires, on a vu même des compagnies russes, des Asiatiques, des Émirats, c'est un peu des endroits et vous voyez, là où c'est compliqué, quand vous n'avez pas de traçabilité, des investissements viables et fiables, avec des vrais capitaux, en ce moment-là, l'origine de l'argent devient tout à fait douteuse. Et ce n'est pas exclu non plus que dans cet environnement de cafouillage, n'importe qui vienne au Congo faire n'importe quoi. Et l'installation quand même de Joseph Kabila au Katanga, il y avait des gens qui, c'est sa province d'origine, il peut aller s'installer là où il veut, même chez Innocent Lusambo, il peut s'installer, c'est un citoyen congolais partout où il veut. Mais est-ce que c'est un fait de hasard? C'est une simple coïncidence? On peut lui prêter des intentions de la part. Donc il y a plusieurs spéculations là-dessus. Seule une enquête sérieuse peut établir les responsabilités et nous donner la lumière là-dessus. Malheureusement, au Congo, quand on dit une enquête, peut-être que vous allez oublier l'affaire. Après, on va se poser la question, mais à quoi a servi l'enquête sur l'arrestation des sujets russes qui ont été arrêtés au Katanga pour trafic des armes? Donc ça va poser également des problèmes, mais il faut qu'on aille quand même jusqu'au bout. Mais jusqu'à quand on va laisser la République dans cet état? Donc l'anarchie partout, apparemment, la RDC ne ressemble plus à un pays.
on va rendre l'antenne. Nous irons jusqu'au bout de cette émission également, comme vous l'avez dit, en ce qui concerne les enquêtes. Au bout de l'émission, c'est à l'Assemblée nationale. On va se séparer là, avec ces débats autour de la désignation de membres. Il y a des uns qui pensent qu'il faut d'abord attendre la loi, d'autres disent que on peut d'abord relancer les processus comme les évêques et les confessions. C'est vrai qu'on veut tout mettre sur l'Église catholique, mais l'Église catholique n'est pas le directeur parmi les confessions religieuses. Hein. Mais même l'Église catholique, vous savez, lors de la législation, il y a eu des tensions ici l'année dernière, au mois de juin et juillet, c'était l'Église catholique. Mais même à l'Église catholique, il n'y a jamais, vous savez, même au ciel, il n'y a jamais eu d'unanimité. La preuve est que l'un des anges de Dieu l'a contesté. Donc personne n'a le monopole de la vérité. Même lorsqu'on dit confession religieuse, mais quelle confession religieuse? Chacun joue sa partition. Lorsque vous avez tel évêque ou bien tel pasteur, tel qui vous dit, bon, confession, au nom de confession religieuse, je désigne tel. Mais pourquoi on ne prendrait pas Innocent Olenga? Parce que pourquoi on ne me prendrait pas? Moi aussi, je suis un fervent chrétien catholique. Mais est-ce qu'on peut me prendre moi pour aller diriger la CENI? Non, c'est pas de moi. Alors, quand on vous propose les noms de Serge, vous croyez que c'est l'Esprit Saint qui dicte les tempos ou c'est le sentiment des hommes qui dicte les tempos? Est-ce qu'on ne met pas la charrue devant le bœuf? On dit qu'il faut attendre d'abord que la loi soit votée. Eh bien, les autres disent non, on fait d'une pierre deux coups. Mais aujourd'hui, il y a déjà la candidature. Il faut comprendre que dans une élection, tout le monde ne peut pas gagner. Il faut qu'il y ait un perdant et un gagnant. Il faut l'esprit de dépassement. C'est ça aussi la démocratie. Malheureusement, même à l'église, la démocratie n'existait pas. Hein, parce qu'on vous dit Alléluia, Amen. Il faut accepter. Est-ce qu'on ne revient pas sur la même erreur de l'année passée? Le problème est, par exemple, de confier la préséance pour la nomination d'un responsable du président de la CENI, par exemple, aux confessions religieuses. C'est faux et archive. On l'a vu, les trois présidents qu'on a connus ici. On a eu un prêtre catholique, on a eu un pasteur évangéliste, on a eu un pasteur méthodiste, on a eu un pasteur évangéliste, Nanga. Mais où est-ce qu'il nous a amené? Il faut arrêter cette affaire des confessions religieuses. Autant nous autres, laïcs et athées, nous sommes impurs, autant ceux qui prêchent la Bible sont aussi impurs comme nous. Donc, enlevons de nos têtes l'idée selon laquelle, quand ce sont les confessions religieuses qui décident ou qui désignent, nous avons un homme potable à la tête de la CENI. C'est faux et archi-faux. Nous sommes tous des hommes. Très bien, vous avez épousé votre temps d'antenne. Alors, Sylvain Loumou, on le connaît, un conseiller juridique. Prenons même un athée. Conseiller juridique de Mbosso, il va postuler, c'est un catholique parce que au mois de juillet passé, il avait opté pour l'église catholique, mais l'église catholique n'avait pas adoubé sa candidature. Il revient aujourd'hui, il est en même temps proche de Mbosso. Est-ce que ce n'est pas le candidat de Mbosso? C'est des questionnements comme ça. Alors, on va désigner ces présidents de la CENI sur base de quelle loi? Bon, en fait, ça c'est comme les catholiques le disent, c'est interne. Comme les postes reviennent aux confessions religieuses. Non, sur base de quelle loi? Parce que si vous dites que les postes reviennent aux catholiques, c'est-à-dire il y a une loi. Non, aux confessions religieuses. Sur base de quelle loi? Bon, peut-être il y a des dispositions comme ça. Non, c'est parce que on veut taper sur la proposition de loi de Lutundula. Cette proposition donne le quota aux confessions religieuses. Mais ce n'est qu'une proposition. Si les députés décident maintenant autrement, si le changement du mécanisme de mode de désignation dit la présidence ne revient plus jamais aux confessions religieuses. Maintenant, vous avez décidé. Si base de quelque chose qui n'existe pas. Donc, on veut déjà conditionner les parlementaires. Alors, le soubassement de ce travail parlementaire sert encore à quoi? Mais vous ne pouvez pas aussi interdire aux confessions religieuses de choisir déjà leur candidat en attendant la réforme de la loi. Non, mais on choisit sur base de quelque chose. Mais si les députés décident que... Dans les vides. Ils ont leur quota. Nous avons notre quota. On dit par exemple 2 personnes. À nous de choisir nos 2 personnes. Mais Innocent, la loi n'est même pas encore votée. C'est une proposition de loi. Mais il y a une ancienne loi. Il y a une ancienne loi qui n'est pas encore abrogée. Ah non, on va choisir maintenant le président sur base de l'ancienne loi et les autres membres du bureau sur base de la nouvelle loi. C'est ça. Il faut aller vite à la réforme, comme ça on va résoudre ce problème-là rapidement. Parce que moi, je vois, la réforme là, ça ne demande pas beaucoup d'argent. C'est juste que les députés siègent, qu'ils avoir 2 semaines. 2 semaines, on a une loi, et puis on met fin à cette histoire. Le président de la République l'a promulgue. On met fin à cette histoire-là
sans chercher les sexes des gens. Il faut raisonner beaucoup pour modifier certaines dispositions seulement. Parce qu'on ne va pas remonter jusqu'au déluge parce qu'il faut changer la loi. On va changer quelques dispositions. Et ce travail-là n'est pas... Donc, le travail, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. C'est eux qui foutent la merde aux gens. Donc, c'est à eux de revoir vite la loi. Et si la loi, elle est là, on l'a promis, directement les choix des animateurs de la CENI vont aller vite. La réforme, c'est quoi? La réforme, c'est justice, les textes. La réforme, on va dire, c'est quoi? Des millions de dollars? Merci. Mais on les vole ici. Enlever les mythes des confessions religieuses. C'est un mythe. Oui. Le mythe, il faut briser ces mythes des confessions religieuses. Merci beaucoup, Gabi Kouba. On a terminé cette émission. Madame, Monsieur, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la CENI. L'enjeu, c'est la Cour constitutionnelle. Vous allez voir, ils vont s'agglutiner autour des postes. Les gens se battent pour contrôler la Cour constitutionnelle. Vous avez vu comment il y a eu débat entre le président Tshisekedi et les FCC. Maintenant, c'est l'enjeu, la bataille, c'est autour de la CENI. Tout le monde veut contrôler la CENI. Même les églises, même Bemba, même Katumbi, même Tshisekedi. D'abord, il faut comprendre cet enjeu de cette manière. C'est un problème d'homme. C'est de cette manière-là. Et même la Belgique, vous avez vu tout ce qu'il y a eu, comme le Parlement européen a dit. Donc chacun d'entre ces gens-là veut contrôler la CENI. Alors, qu'est-ce qui a changé? Parce que hier, vous avez dit, vous l'Église catholique, excusez-nous, on devait d'abord attendre les réformes avant de désigner les membres, on nous avait roulé. Mais maintenant, vous revenez pour refaire la même chose. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui... Vous savez, dans tout ça, Serge, c'est parce que l'administration est désorganisée. Cette histoire d'élection, vous pouvez remettre ça au ministère de l'Intérieur. Mais justement, c'est ça le débat. Les communes organisent. Gilbert, quand on peut organiser... Merci à vous. C'est justement ça le débat. Si le député décide aujourd'hui que non, les élections seront organisées par le ministère de l'Intérieur. Maintenant, vous, le candidat de confession religieuse, il va maintenant faire quoi? Il va devenir commissaire. J'ai été élu à l'INPC pour aller au C5, ça fait 3 ans, je ne sais pas. Donc, mais vous n'êtes pas payé? Non, même pas. Je suis en chômage. Non, on va réexaminer cette question. Avec le plaisir de vous retrouver demain à 9h.